Bonjour à tous, comme promis, voici ma première capsule sur Shining, et nous traitons ici de l'entretien d'embauche de Jack Torrance et du sens qu'on peut en tirer. Nous allons voir comment les différents personnages et le décor de l'entretien permettent de renforcer les thématiques déjà soulevées dans mon analyse générale que vous pourrez trouver ici, si vous ne l'avez pas encore vu. Ces thématiques, pour rappel, sont celles d'un système de contrôle mental global géré par la royauté anglaise et dont les psyops, comme la mission Apollo 11, et le harcèlement électromagnétique font partie. Alors commençons tout d'abord avec les personnages. Chez Kubrick, il faut s'intéresser à la fois aux personnages et aux acteurs, à ce qu'on voit et à ce qu'on ne voit pas, parce que tous ces éléments servent son storytelling. Commençons donc par le directeur de l'hôtel, Stuart Ullman, qui est incarné par l'acteur Barry Nelson. Ce personnage est un véritable combo de Kubrick puisqu'il fait référence aux éléments suivants. À la dynastie Stuart, par son prénom, au personnage Samuel Ullman, par son nom de famille, qui était un rabbin, à la dynastie Kennedy par sa ressemblance physique avec Kennedy, à la dynastie Nelson par le nom de l'acteur, et à James Bond, qui est un espion de fiction au service de Sa Majesté. Ce personnage, on pourra le remarquer, a une très forte aura, notamment auprès des jeunes femmes et des employés du Shining. Il a une attitude très conventionnelle et professionnelle, accompagnée d'une gestuelle précise qui rappelle celle des notables. Sa ressemblance avec Kennedy saute aux yeux. Pour ceux qui ont vu mon analyse générale, vous saurez déjà que je soulève une analyse inédite qui est celle qui tourne autour de la dynastie anglaise des Stuart et de la royauté comme les garants du système de contrôle mental global. Ce personnage ressemble comme deux gouttes d'eau à Kennedy, et il fait passer l'entretien à Jack, qui ressemble assez à Kubrick lors du tournage de Shining d'ailleurs. Ici, le prénom Stuart n'est pas anodin, car il fait directement référence à cette dynastie, et nous avons déjà vu que Wendy et Danny portent des tartans du clan Stuart. Le nom de famille Ullman fait référence à un poète et homme d'affaires américain, Samuel Ullman, qui était l'un des auteurs favoris du général Douglas MacArthur. Pourquoi Samuel Ullman est-il important ici? Ullman était un rabbin controversé qui a beaucoup œuvré pour l'émancipation des Afro-Américains par l'éducation. Son poème le plus célèbre s'appelle Youth, qui signifie jeunesse, et il fait plusieurs fois dans ce poème référence aux ondes électromagnétiques et aux stations radio. Donc l'intérêt de juxtaposer le nom de cet auteur à celui de Stuart est double. Il renforce la thématique omniprésente de l'électromagnétisme et du contrôle mental d'une part, et d'autre part il permet de développer le personnage de Halloran, qui, comme nous le verrons, est au service des Stuart. En effet, les Stuart s'appuient largement sur la population afro-américaine comme mécanisme de défense du pouvoir, et Samuel Ullman est également connu pour avoir œuvré pour l'émancipation des Afro-Américains par l'éducation. Pour ce qui est du choix de l'acteur, Barry Nelson, il se trouve qu'il est le premier acteur à avoir incarné James Bond à l'écran dans la première adaptation de Casino Royale en 1954. Je crois qu'on sait tous que James Bond est au service de Sa Majesté. Pour ce qui est de l'acteur, en bonus, il porte le nom de famille Nelson, qui est celui de l'amiral Nelson, qui est, même si ça se discute, le personnage le plus important de l'histoire anglaise, puisqu'il est enterré dans le mausolée de la cathédrale Saint-Paul à Londres comme un véritable pharaon, cathédrale qui a d'ailleurs été designée par Christopher Wren après le grand incendie de Londres en 1666. Je crois que Kubrick s'est ici absolument surpassé dans son choix de casting et le sens qu'il y a mis. Vous remarquerez donc, et ça reviendra souvent, qu'aucun des choix d'acteurs ne sont anodins et que tout a du sens. Pour résumer, ce que nous dit Kubrick avec ce personnage, c'est que celui qui est à la tête des États-Unis, donc Kennedy, n'a d'américain que le drapeau et les symboles. Derrière la persona, il est largement au service du Royaume-Uni. Passons maintenant au personnage de Bill Watson, qui est, d'après moi, le personnage le plus énigmatique du film. Il arrive dans l'entretien, au cours de l'entretien, et il s'agit du caretaker habituel de l'Overlook, qui semble assez réticent au choix qui est fait de confier l'hôtel à Jack Torrance, qui n'est qu'un instituteur sans expérience. En plus de ça, on peut voir que Bill semble extrêmement usé par sa fonction, car il est très mal habillé et qu'il a des grandes cernes. On peut en déduire que ce rôle est un vrai fardeau, comme on peut imaginer qu'il en est de s'occuper des États-Unis pendant la guerre froide.
Pour ce qui est du choix de l'acteur ici, au moment de la sortie de Shining, Barry Dennen est surtout reconnu pour avoir interprété le personnage de Ponce Pilate dans Jésus-Christ Superstar, une comédie musicale inspirée du Nouveau Testament. Il se trouve que Ponce Pilate est l'exécuteur de la crucifixion de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, bien qu'il y soit réticent. Vous noterez donc que cet élément reconnecte parfaitement à la thématique du sacrifice humain, et à la fin de l'entretien, le directeur de l'hôtel dit « I'm going to turn you over to Bill now » à Jack. Je vais vous confier à Bill, comme si son sort était désormais scellé. Le nom Watson évoque aussi quelque chose d'autre. La famille Watson est l'une des premières familles d'enfants stars de Hollywood. 9 frères et sœurs élevés en captivité qui ont joué avec toutes les grandes stars hollywoodiennes de l'époque. James Stewart, Lionel Barrymore, Fred Astaire, Shirley Temple, Katharine Hepburn. Cet élément évoque donc encore la programmation juvénile et la continuation des dynasties anglaises et écossaises à Hollywood. Passons maintenant à Jack Torrance, auquel nous consacrerons une capsule entière. Mais ici, on peut constater que la manipulation a commencé avant son arrivée à l'hôtel, puisque lors de son premier entretien d'embauche, on apprend qu'il n'avait pas été averti du drame survenu l'hiver précédent, et que Stuart Ullman nomme cabin fever, un sorte d'état de folie engendré par trop d'isolation et poussant le caretaker précédent à tuer ses 2 filles à la hache. On sent d'emblée que Jack émet de basses vibrations et qu'il est très autocentré, puisqu'il a peu d'empathie pour sa famille et qu'il cherche avant tout à s'isoler pour travailler sur son nouveau livre de manière très égoïste. Pour ce qui est du décor, on notera que le bureau est truffé de symboles de pouvoir américain. L'aigle, le drapeau, renforcent l'idée que Jack est recruté par l'hôtel, tout comme Kubrick a été recruté par les États-Unis pour réaliser les films sur Apollo 11 pendant la guerre froide. Les États-Unis, c'est l'hôtel Overlook. C'est un pays construit sur un cimetière indien, censé mener le monde vers la liberté, mais qui s'est perdu en chemin du fait d'une administration négligente. Pour maintenir leur leadership, ils doivent effectuer les rituels chamaniques nécessaires de manière intermittente, que ce soit envoyer des totems dans l'espace ou organiser des sacrifices humains. Les nombreux stylos sur le bureau du directeur font écho aux stylos en flottaison dans 2000 ans Odyssée de l'espace, et ils représentent le pouvoir sur la mystique et sur l'écriture des événements mondiaux. Sur le bureau, on trouve également le livre rouge, qui est une référence à Jung. Est-ce que cela signifie que le pouvoir occulte est inspiré de Jung et tire ses méthodes de certains grimoires et pratique la cabale chrétienne, comme le faisait le psychanalyste? C'est du moins ce que je comprends. Ce qui est moins clair est la chose suivante. Qui de Danny ou Jack était censé être sacrifié? Du point de vue de l'autorité, peu importe que ce soit l'un ou l'autre. Et comme nous l'avons déjà vu dans ma première vidéo, il s'agissait à l'origine d'un sacrifice énergétique qui devait être conduit, mais qui se transforme en un sacrifice humain du fait de l'échec de Jack et de la préscience de Danny, qui est guidé par des forces extérieures, potentiellement par des Stuarts, peut-être des Stuarts dissidents. Il est clair ici que l'outsider est Jack. Il n'est pas un Stuart, et il est tâché de s'approprier l'énergie de Danny, mais il échoue. Le plan B consiste donc dans le sacrifice humain, qui échoue également, car c'est lui qui est finalement sacrifié grâce à Danny, entre guillemets. Donc voilà matière à réflexion autour de cette petite scène qui revêt une importance capitale pour comprendre Shining en profondeur. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pourrez retrouver mes livres sur Amazon ou encore les télécharger gratuitement sur archive.org si vous voulez en savoir plus. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous garde et à très bientôt.